Vous êtes-vous déjà restreint d'indiquer une de vos passions sur votre CV? C'était mon cas jusqu'à récemment. J'ai beaucoup de passions, comme beaucoup le sport, la musique, les voyages, mais aussi le jeu vidéo. Et j'avais du mal à donner de la valeur à cette dernière passion d'un point de vue professionnel. Puis je me suis dit que c'était bête parce que j'ai plein de choses à en dire qui sont probablement aussi intéressantes que sur mes autres passions. Alors je l'ai mis, j'ai rajouté une petite ligne e-sport, joueur et coach compétitif. Suite à cet ajout, j'ai eu pas mal de réactions plutôt mitigées, voire négatives, de la part de différents recruteurs ou professionnels. Je n'étais pas très étonné parce qu'il y a une barrière générationnelle qui est très forte à ce sujet en France, tout du moins, et les a priori sont difficiles à combattre. Mais je pense qu'ils ont eu tort. Je pense que le jeu vidéo a beaucoup à apporter au monde de l'entreprise. Pour arriver à cette conclusion, il faut déjà comprendre à quoi sert un CV. Un CV, il sert à démontrer un certain nombre de compétences, de qualités qu'on pense avoir et qui nous rendent aptes à un poste spécifique. Dans ce contexte, la section passion, elle sert à montrer des qualités humaines, le savoir-être. La transitivité des qualités du monde des sports ou de la musique vers le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui est recherché et admis par tous. Quand des recruteurs ont pu lire par exemple conservatoire sur mon CV, ils ont probablement pensé abnégation. Lorsqu'ils ont lu rugby, ils ont peut-être pensé esprit d'équipe. Mais le souci, c'est qu'ils n'ont rien associé de positif à ma pratique des jeux vidéo. Et c'est normal étant donné que la plupart des informations qui atteignent le grand public aujourd'hui sur ce sujet concernent généralement les risques du jeu vidéo, que ce soit des risques réels ou fantasmés. Et pourtant, je pense que le jeu vidéo, c'est un vecteur d'apprentissage fantastique, au même titre que des instruments, du sport ou du poker. Prenons par exemple le jeu Baba Is You. C'est un jeu indépendant qui est sorti il y a environ 2 ans. Et le but de ce jeu, c'est de déplacer un personnage et de résoudre des énigmes, des puzzles, en s'aidant d'un certain nombre de règles qui sont affichées à l'écran. Ces règles, c'est les règles du code informatique. Ce qui veut dire que d'avancer dans le jeu, de passer des niveaux, oblige le joueur, le pousse à intégrer, à apprendre ces règles d'une manière qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus naturelle que ne le pourrait faire par exemple un cours magistral. Aujourd'hui, je suis persuadé que ce jeu est l'outil le plus efficace pour initier quelqu'un, quel que soit son âge, au code ou à l'informatique de manière générale. 1 heure de Baba Is You, c'est des heures de cours d'Excel en moins. C'est plus efficace, c'est plus économique et c'est quand même beaucoup plus amusant. Prenons maintenant les jeux appelés stratégiques. C'est des jeux qui ont deux caractéristiques communes principales. La première, c'est que ce sont des jeux multijoueurs en ligne. Et la deuxième, ce sont des jeux dans lesquels le but est de battre un adversaire. Alors, ces deux caractéristiques, mises ensemble, ça pousse à la création de ce qu'on appelle l'e-sport. C'est une scène compétitive issue du jeu. L'e-sport, c'est quelque chose qui est assez nouveau en Europe. Il n'y a pas beaucoup de législation dessus et ce n'est pas forcément très grand public. Mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. L'avant-garde à ce sujet, elle se situe en Corée du Sud. C'est un pays dans lequel, depuis plus de 20 ans, il y a des chaînes télévisées qui sont spécialisées dans la diffusion ou la rediffusion de matchs e-sportifs, de la même manière qu'on va pouvoir avoir des chaînes sportives en France. De plus, dans ce pays, avoir mis sur son CV un bon niveau, enfin avoir réussi d'avoir un bon classement ou réussir des bons challenges sur des jeux vidéo, ça a une même valeur sur le CV pour beaucoup de recruteurs qu'une bonne expérience, par exemple professionnelle, ou qu'une bonne école. Alors, un bon exemple de ça, ça va être la finance de marché qui est allée recruter en masse dans les anciens joueurs professionnels d'un jeu qui s'appelle StarCraft, qui était le jeu compétitif majeur de la décennie 2000 en Corée du Sud. Beaucoup de recruteurs sont allés chercher dans ces anciens joueurs professionnels des traders, des gens pour différents postes dans la finance de marché. On peut se demander pourquoi. C'est tout simplement parce que par la pratique de leurs jeux vidéo, ils avaient développé à la fois des bonnes compétences de microgestion et ils avaient une bonne résistance à la pression et à des environnements rapides tels que rencontrés dans la finance de marché. Dans un exemple peut-être plus proche de nous à la fois dans le temps et dans l'espace, on peut avoir le joueur Select qui est issu du même jeu StarCraft et qui récemment s'est vu offrir un poste de stage puis de CDI aux États-Unis directement par le PDG de Shopify, qui est une entreprise que vous connaissez peut-être.
Et s'il s'est vu offrir ce poste, c'est non pas grâce à son école d'ingénieur, mais plutôt grâce à son expérience e-sportive qui l'avait amené à être connu par ce PDG et dans laquelle il avait pu montrer un certain nombre de compétences et de qualités dont le PDG de Shopify estimait qu'ils étaient importantes, essentielles pour qu'il devienne ingénieur au sein de son entreprise. Donc qu'est-ce que peuvent voir ces recruteurs, ces professionnels en Corée, aux États-Unis ou ailleurs, qu'on semble peu ou pas voir en France? Ce que cherche un recruteur aujourd'hui, surtout chez des jeunes profils comme nous, c'est avant tout des soft skills. Jamais aucun recruteur ne m'a demandé si je tenais dans une mêlée, malgré mes 1m70 et mes 60 kg. C'est contestable, mais voilà, le fait est que je ne tiens pas dans une mêlée. Mais bon, peu importe, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelles sont les capacités humaines, les capacités que j'ai pu retirer de ce sport et qui vont lui être utiles dans son entreprise. Et je pense qu'il faut appliquer la même logique à tous les sports, toutes les passions et aussi l'e-sport. Les compétences peuvent être diverses selon le jeu auquel on joue, de la même manière qu'elles sont diverses selon le sport qu'on peut pratiquer. Donc, c'est-à-dire qu'une danseuse étoile et un joueur de foot ne vont pas du tout développer les mêmes compétences, les mêmes qualités selon le sport qu'ils pratiquent. Et malgré ça, on peut essayer de trouver un lien, un socle, entre tous les athlètes, qu'ils soient sportifs ou e-sportifs. Rick Fox en parle beaucoup mieux que moi. C'est un ancien joueur de NBA, donc un sportif professionnel qui s'est beaucoup investi dans l'e-sport ces dernières années et qui a été beaucoup au contact d'athlètes e-sportifs. Et dans ce cadre, il a pu repérer un certain nombre de similitudes entre les athlètes sportifs et e-sportifs. Et il le dit lui-même, ce sont des athlètes numériques, ce sont des athlètes professionnels. Il leur a fallu beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, de concentration, de préparation pour devenir les athlètes qu'ils sont aujourd'hui. En plus de ces qualités humaines et qualités tout court qui forment le socle de ces athlètes, on peut aussi repérer des compétences très spécifiques. Alors pour voir ça, on va essayer de prendre un exemple d'un jeu qui est très complexe, mais on va essayer de simplifier pour voir les similarités de réflexion entre ce jeu et le monde de l'entreprise. Devant vous, vous pouvez voir deux écrans. À gauche, c'est l'interface du jeu Age of Empires, qui est un jeu de stratégie assez connu. Et à droite, vous pouvez voir l'interface de Microsoft Project. Microsoft Project, c'est un logiciel de gestion de projet qui est lui aussi très très connu. Vous pouvez voir peut-être deux choses qui vous semblent très très différentes au premier abord, mais moi j'y vois la même chose. Dans les deux cas, il y a une barre de ressources. À gauche, ça va être des pierres, de la nourriture, du bois. À droite, ça va être des hommes, des grues, des machines. Dans les deux cas, on peut y voir le reste à faire, l'avancée de la production. Et ce qu'on considère être un écran de victoire dans l'écran de gauche, ça va être le retour sur investissement dans l'écran de droite. Des concepts qui sont omniprésents dans le management le sont aussi dans ce jeu et dans la plupart des jeux compétitifs, comme par exemple l'optimisation des actifs, la création de procédures standardisées et la priorisation des objectifs. Maintenant, vous allez me dire, peut-être, mais ces jeux-là, personne n'y joue, c'est qu'une minorité dans le jeu vidéo. J'aurai le plaisir de vous dire que c'est faux. En effet, sur les 13 jeux avec le plus de joueurs actifs en 2019, 11 d'entre eux étaient des jeux qui sont qualifiés bisportifs, et 2 d'entre eux sont des jeux que je pourrais qualifier à potentiel d'apprentissage, comme le premier jeu que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, si je suis ici devant vous, ce n'est pas pour vous vendre ces jeux, ce n'est pas pour que vous commenciez à y jouer demain, c'est pour quelque chose qui me semble beaucoup plus important. Si je suis ici devant vous, c'est pour vous proposer à tous de dépasser des frontières abstraites, mais bien réelles, qui sont celles de nos a priori sur le monde du jeu vidéo. C'est pour vous proposer de demain, en tant que recruteur, en tant que professionnel, peut-être aussi en tant que parent, et déjà aujourd'hui, en tant qu'étudiant, en tant que collègue, ami, de faire preuve de curiosité envers les autres, de voir ce que les passions des autres leur apportent et ce qu'elles peuvent vous apporter à vous.